l'AOS. Je vais quand même, maintenant que j'ai dit approche orientée vers les solutions une fois, je vais parler de AOS. Comment cette approche-là peut nous aider à accueillir et à retenir les ados, les jeunes hommes? On regarderait dans le fond les éléments de base. L'AOS, c'est assez simple à comprendre côté théorique. La pratique peut être plus complexe. Et si je voulais vous donner une formation en AOS de base, mais je demanderais 14 heures. Donc, évidemment, personne n'a 14 heures pour moi aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous donner surtout, c'est les éléments de base, les grands principes, qu'on puisse comprendre c'est quoi cette approche-là. Puis, ça vous permet d'évaluer, dans le fond, les techniques, les choses que je vais proposer. Est-ce que ça vous intéresse de les utiliser ou non? Donc, il y aura un petit bout théorique de base sur l'AOS. Puis ensuite, on va regarder, dans le fond, les pratiques à l'accueil et les pratiques en suivi. Selon cette approche-là, qu'est-ce qu'on pourrait changer à l'accueil pour favoriser la demande d'aide des jeunes et qu'est-ce qu'on peut faire en suivi? Puis quand on parle d'accueil, on va parler de comment on organise les services, mais aussi comment on fait au début de rencontre, quand on s'assoit avec un jeune pour la première fois. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire en suivi pour les services qui offrent des suivis. Donc, j'espère que vous allez sortir avec des choses pratiques, dans le fond, des outils, des techniques très spécifiques que vous allez pouvoir tester, même si vous n'avez pas de formation en AOS. Tout le but de ma présentation, c'est de vous donner des choses pratiques qu'on peut commencer à faire demain, même si on n'a pas d'autres formations. Donc, commençons avec une introduction à l'approche orientée vers les solutions, l'AOS. Dans le fond, d'abord, ça a été développé par un groupe de thérapeutes familiales aux États-Unis dans les années 80. Donc, c'est un groupe de TS majoritairement qui travaille avec des familles en grande difficulté. Donc, la majorité des familles venaient, en fait, repérées par les protections d'enfants, les services de protection d'enfance. Donc, des familles qui vivaient des grandes difficultés, qui n'étaient pas nécessairement ravies à l'idée d'aller consulter et recevoir de l'aide. Et ce groupe-là ont développé des techniques et une approche pour avoir des résultats assez impressionnants avec des familles dans très peu de rencontres. Puis, les techniques qu'on utilise avec des parents, avec des jeunes, avec les parents, les jeunes en même temps, c'est une approche qui est utilisée, dans le fond, avec les adultes, les ados, les enfants, avec les couples, dans les contextes de santé mentale, de dépendance, etc. Donc, assez polyvalente comme approche. Une approche qui est basée sur les données probantes auprès de différentes clientèles. Donc, il y a quand même au moins 40 ans de recherche empirique qui démontre l'efficacité de cette approche-là, que ce soit bien fondé. Et je vous ai cité, dans le fond, Franklin et collègues 2012, c'était un des regroupements de recherche sur l'approche. Si ça vous êtes passionné par les recherches et vous voulez voir le fondement de l'approche, vous pouvez commencer avec le livre de Franklin, mais les recherches continuent. À chaque année, il y a des recherches qui étudient l'efficacité. Donc, on sait qu'on est dans quelque chose qui est solide, qui est scientifique, et on est dans une approche, dans le fond, qui amène une attitude différente, une posture différente, un chemin différent et des techniques différentes. Puis si on regarde la plus grande différence, honnêtement, c'est l'idée de construire des solutions plutôt que de résoudre des problèmes. Et on peut, à première vue, voir que c'est la même chose, mais il y a vraiment une grande différence entre la résolution de problèmes et la construction de solutions. Donc, quand je parle d'une attitude différente de posture, de chemin, de technique, mais je vais vous présenter des attitudes, des postures, un chemin, des techniques qui nous permet de s'éloigner de la résolution du problème puis d'aller vers la construction de solutions. Entre autres, puisque je présume que la majorité de vous travaille avec des clients pour lesquels c'est difficile de résoudre le problème. On n'a sans doute pas la possibilité de changer les conditions de vie de ces jeunes et ces jeunes hommes-là. On n'a ni le temps ni les ressources pour, ou le pouvoir, honnêtement, de changer leur vie. On est souvent dans la position de les aider à mieux vivre avec une difficulté, un problème. Et l'AOS c'est fait pour ça, honnêtement. Donc, commençons avec une comparaison de la différence entre la résolution de problèmes et la construction de solutions. Puis, on va commencer avec la résolution de problèmes, puisque si on veut résoudre des problèmes, c'est ça que j'ai besoin de m'intéresser vraiment aux problèmes. J'ai besoin d'explorer tout ce qui va mal. J'ai besoin de revenir aux racines du problème, savoir comment ça a commencé, toutes les étapes de développement. J'ai besoin de savoir les moments où les symptômes sont les plus graves. J'ai besoin de savoir tout sur la dysfonction, les difficultés qui sont rencontrées par la personne. J'aurais besoin de toute cette information-là pour essayer de résoudre le problème.
Et quand je vais aller chercher cette information-là, moi-même et avec le jeune, mais il va avoir un impact. Si ce que je fais, c'est cueillir l'information sur le problème exclusivement, mais voici une image de l'impact que ça va avoir. Dans le fond, pour moi, comme intervenant, si je mon nez tout le jour dans le problème, si je suis branchée vraiment aux symptômes, aux dysfonctions, à tout ce qui va mal, à l'historique du problème, et même pour les jeunes hommes, les adolescents, ils ont souvent déjà, malheureusement, plusieurs années de souffrance derrière eux. Mais si c'est ça que je fais avec mon temps, je vais vivre l'impuissance. Je vais vivre la tristesse, le découragement. Si j'ai moindrement de compassion face à ces difficultés-là, surtout pour un jeune ou un jeune homme, je risque de sentir l'impuissance, le découragement, la tristesse. Et malheureusement, mes clients peuvent ressentir la même chose. Si nos discussions ont pour but de revoir tout ce qui va mal et tout ce qui a toujours été difficile, mais les jeunes et les jeunes hommes vont sentir cette même impuissance, ce découragement que moi. Donc ça, c'est une réaction possible, honnêtement, quand on a juste le nez dans le problème, ça crée l'impuissance, la tristesse, le désespoir. Il y a aussi un groupe d'adolescents, de jeunes hommes que c'est pas nécessairement la tristesse, l'impuissance et le découragement qu'ils vont vivre. Il y a un groupe qui ressemble un peu plus comme ça, qui vont rire, ça va être exagération, ça va être la dramatisation, on va être dans les excuses, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de l'école, c'est la faute de la société, c'est la faute de tout le monde sauf moi, puis moi, j'ai rien à faire. Puis sans doute, quand je dis ça, vous pouvez probablement, vous voyez peut-être déjà les visages de certains des adolescents ou de jeunes hommes avec qui vous travaillez, là, ou sont vraiment dans le non, c'est pas ma faute. Puis donc dans le rejet, dans le déni, dans l'exagération et surtout à se faire des excuses. C'est pas ma faute, c'est la faute de tout le monde, sauf moi. Dans les deux sens, qu'on soit dans l'impuissance, la paralysie, tristesse, découragement, ou dans les excuses et l'exagération, ça fait des jeunes passifs, n'est-ce pas? Ça fait des ados, des jeunes adultes qui vont, honnêtement, qui vont s'installer confortablement et qui vont nous regarder travailler. Puis, c'est assez normal si on passe tout notre temps à cibler les problèmes, les difficultés, les dysfonctions. Ce sera tout à fait naturel, pas juste pour un jeune, mais pour un être humain, de vouloir décrocher, de vouloir devenir passif parce que c'est extrêmement difficile d'être face à ces difficultés, ces dysfonctions, ces défauts même tous les jours. Donc, ça crée la passivité. Puis c'est difficile de résoudre un problème quand on est dans l'impuissance, le découragement, quand on est dans l'exagération, les excuses ou quand on est passif. Si mon rôle, c'est vraiment de pointer tout ce qui va mal, de nommer les défauts, la dysfonction, de faire l'historique des problèmes, ça me met comme intervenante aussi souvent dans cette position-là. Dans un rôle d'autorité, je me, ça fait difficile d'éviter les critiques, les conseils. On vit la frustration quand on donne des conseils et les jeunes ne les font pas. Il y a quand même une grille de relation qui se passe quand on est toujours dans le problème, qui est difficile. C'est difficile pour tous les clients, mais c'est particulièrement difficile pour les jeunes et les jeunes adultes, où la relation avec l'autorité devient vraiment plus corsée, n'est-ce pas? Quand on a des luttes de pouvoir avec des ados, des jeunes hommes, c'est assez rare qu'on va gagner ces luttes-là. Puis, pendant qu'on est dans une lutte de pouvoir, dans une relation difficile, on n'est pas en train de résoudre les problèmes. Donc, si on veut s'éloigner de la résolution de problèmes, d'être orienté vers les problèmes, il faut être orienté vers les solutions à la place. Il faut regarder d'autres choses. Il faut tourner notre regard de tout ce qui va mal, puis chercher d'autres choses. Puis en même temps, il faut le faire sans devenir naïve, sans devenir jovialiste. Être orienté vers les solutions, c'est pas non plus dans les arcs-en-ciel, puis les licornes, puis les fleurs, puis les oiseaux tout le temps. Là. C'est pas ça non plus. C'est pas là, un simple, on va croire dans les jeunes qui vont être capables. C'est une belle image de quand on ne fait que dire, vas-y, t'es capable, mais il y a des clients qui vont rester coincés. Donc, c'est pas simple, c'est pas jovial, c'est pas ça. Être orienté vers les solutions, c'est plus ça, honnêtement. C'est d'être capable de voir les difficultés,
d'être capable d'entendre les jeunes parler de leurs difficultés, de les recevoir avec compassion, de prendre soin de leurs réactions, mais de jamais perdre de vue qu'est-ce qui est encore en vie. Qu'est-ce qui pousse malgré les problèmes? Si vous avez des pissenlits chez vous, vous savez à quel point c'est robuste, cette plante-là, n'est-ce pas? Chez nous, on en a qui poussent dans l'asphalte en arrière, dans le stationnement, à chaque été. C'est pas tuable. Imagine si on prenait le temps de l'arroser. Imagine si on prenait le temps de mettre de l'engrais pour nos pissenlits. Donc, c'est de chercher chez la personne en difficulté qu'est-ce qui est encore en vie, où sont les forces, les compétences, les valeurs, les bonnes intentions, les rêves, les projets, les buts. Et quand on est capable de mettre notre attention là-dessus, puis de faire grandir ça, ça va les aider à tolérer les difficultés autour. Ça va les aider à tolérer les situations qui sont impossibles à régler dans le court terme, dans le temps qu'on a avec eux dans notre service, on ne sera pas capable d'enlever. Donc, c'est ça, d'être orienté vers la solution. Si je résume, puisque dans vos documents, vous n'avez pas les images, là, on résume toute cette section-là. Pourquoi on fait de l'AOS? Parce que si on s'oriente sur le problème, on a désespoir, impuissance, exagération, excuse. L'adulte devient l'expert et doit trouver les solutions ou donner des conseils. Puis on sait à quel point c'est efficace de donner des conseils aux ados, hein, n'est-ce pas? On donne des conseils qui ne sont jamais suivis. Euh, Quand on est dans cette position d'expertise à donner des conseils qui ne sont pas suivis, mais on a des relations à l'autorité, bris de relations, ça crée la passivité chez les jeunes. Et finalement, honnêtement, plus qu'on est orienté vers les problèmes, plus qu'on est intéressé et passionné par les détails du problème, plus qu'on arrive à croire que les jeunes sont défectueux, que les jeunes sont brisés, que le jeune, c'est pas que le jeune a un problème, le jeune devient un problème, malheureusement, puisqu'on est des êtres humains. Puis on a beau vouloir éviter ça, si je passe mon temps à explorer tous les détails du problème, j'arriverai éventuellement avec ce constat que le jeune est défectueux. Quand j'arrive à croire que le jeune est défectueux, je suis dans une prophétie auto-réalisatrice. Puis si je résume rapidement le phénomène de prophétie autoréalisatrice, c'est je crois que le jeune est difficile et problématique, donc je lui traite comme un jeune problématique et difficile, et il va réagir comme un jeune problématique et difficile, et ça va confirmer mes attentes que effectivement il est problématique et difficile, et ça tourne en rond en boucle. La même chose se passe quand je pense que le jeune est brisé, quand je suis dans la compassion et la tristesse pour le pauvre jeune. C'est vraiment difficile de sa vie, il s'en sortira jamais, mais il y aura une influence dans comment je le traite. Même si je ne veux pas, même si j'essaie de rester à l'extérieur de ça, il y aura une influence dans les questions que je lui pose, dans les interventions que j'utilise, il y aura dans mon ton de voix, le contact visuel, tout le comportement non verbal va être influencé par notre vision du jeune et les jeunes vont réagir à ce comportement, soit les interventions directes, les questions qu'on pose ou notre comportement non verbal. Et une chose qu'on peut dire avec une certaine confiance sur la prophétie autoréalisatrice, c'est ça va arriver, peu importe nos efforts. C'est extrêmement difficile ou impossible de déjouer ça. Il y a quelque chose comme 350 études en psychologie qui datent depuis les années 60 qui indiquent ce phénomène-là. Ça arrive dans les relations intervenants-clients, parents-enfants, boss-employés, euh, partout où on a une relation humaine, on va trouver ce phénomène-là. Donc, si on voit le jeune comme difficile, défectueux ou brisé, triste, mais il va avoir une influence dans nos interventions, même si on essaie de ne pas laisser ça nous influencer. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais on regarde ailleurs. Plutôt que de s'intéresser aux difficultés, à l'historique du problème, aux défauts, aux choses tristes dans la vie du jeune, on va essayer de mettre notre attention sur le futur souhaité et les compétences. Qu'est-ce que le jeune veut dans sa vie malgré le problème? Quelles sont ses compétences? Qu'est-ce que le jeune est capable de faire déjà, même avant qu'il arrive nous voir?
Si on a une attention là-dessus, ça va créer l'espoir et la mobilisation. Ça crée l'espoir pour l'intervenant et ça crée l'espoir pour le jeune aussi. Si on est orienté vers les solutions, on sait que les solutions vont être co-construites avec le jeune et à partir de ses forces et ses compétences, ses réussites. Donc, plutôt que de donner des conseils, je vais m'intéresser à ce qu'il est déjà capable de faire et selon qu'est-ce qu'il est déjà capable de faire, mais on va construire ensemble des solutions, puis je vais l'aider à apprendre des nouvelles choses, mais à partir de ce qu'il est déjà capable de faire. Puis quand je fais ça, mais je permets aux jeunes de prendre le contrôle, d'agir. Je peux même insister que le jeune prend le contrôle et qu'il agit pour que les choses vont mieux. Puis finalement, cette vision nous amène toujours à la personne que le jeune a des compétences, des forces, des ressources. Donc, c'est ça ça augmente le sentiment de confiance. On va avoir une meilleure relation de travail avec le jeune. Et vu qu'on va avoir de toute façon la prophétie autorisatrice, peu importe qu'on va faire, ça va exister, mais ça sera dans le sens positif. Je vais voir que le jeune est compétent. Je vais le traiter comme s'il est compétent, puis il risque de répondre en fonction de mes attentes, ce qui renforce. Donc, on crée une dynamique qui est plus positive dans la relation. Puis, c'est important de nommer, par exemple, quand on parle de voir comment on regarde le jeune, notre regard sur le jeune, de changer. Oui, je vais essayer de voir ses bonnes intentions, ses forces, ses compétences, ses rêves, ses réussites, mais c'est pas parce que je suis orientée vers les solutions que je deviens naïve. Ça m'empêche pas de voir les difficultés. Je vous donne un exemple très concret. Je vous ai dit, j'ai déjà enseigné dans un centre de détention. J'ai vraiment c'était un job assez complexe et difficile. Je devais quand même avoir un certain lien de confiance avec les hommes-là pour les enseigner. Donc, je me suis dit, je prends pour acquis que tous les hommes dans mon groupe sont là pour finir leurs études. Ils veulent faire leurs études secondaires pour avoir un job quand ils sortent. Ils sont sur le bord de sortir. Ils ont des bonnes intentions. Ils veulent impressionner le juge. Ils veulent impressionner l'agent de probation. Il y a un système quand même à répondre. Donc, je prends pour acquis qu'ils ont des bonnes intentions. Ça me permet d'arriver dans la classe avec un sourire, d'entrer en contact avec eux, mais je suis pas naïve. Je ne permets aucun commentaire à caractère sexuel dans ma discussion. Quand ça brasse moindrement côté comportement, je suis les consignes que j'ai reçues, je sors, je ferme la porte, je pèse sur le bouton, puis ces agents de correction vont venir. Je ne dépose pas mes clés sur le bureau. Donc, oui, j'essaie d'avoir une vision positive, mais sans être naïve non plus. Donc, être à l'ouest, ça ne nous empêche pas non plus d'avoir des lignes qu'il ne faut pas traverser, ça ne nous empêche pas de gérer les comportements difficiles, mais jusqu'à preuve du contraire, on va essayer de croire le mieux dans nos jeunes, ça va nous aider à avoir des meilleurs comportements. Alors, ça, c'est l'alignement, dans le fond, la différence entre être orienté vers les solutions et vouloir résoudre les problèmes. Regardons un peu qu'est-ce que ça prend comme posture, comme attitude, c'est quoi le chemin qui est différent. Donc, si on fait de l'approche orientée vers les solutions, la OS, il y a certains postulats et principes qui vont nous aider, dans le fond, puisque au-delà des techniques, puisque l'AOS propose des techniques d'intervention très différentes que d'autres approches, mais ces techniques-là vont fonctionner seulement si on a l'attitude et la posture derrière. Donc, voici cette attitude, cette posture-là. Le chemin à suivre, c'est de croire jusqu'à preuve du contraire. Puis les mots sont très importants. Jusqu'à preuve du contraire, tous les jeunes veulent apprendre à évoluer. C'est la job principale d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'apprendre et d'évoluer. Donc, on va prendre pour acquis, même si on voit aucun signe, euh, que à quelque part, ce jeune-là, lui aussi, il veut apprendre à évoluer, même s'il dit qu'il comprend, même s'il a la flemme. Vous avez les ados qui ont de la flemme tout le temps. Donc, au-delà de la carapace qu'un ado, qu'un jeune adulte doit sans doute avoir pour protéger son ego, on présume que derrière ça, il y a un désir d'apprendre et d'évoluer. Jusqu'à preuve du contraire, tous les jeunes veulent être aimés, veulent que leurs parents, leurs amis, leurs conjoints, conjointes soient fiers d'eux, veulent réussir. Encore, même quand ils disent qu'ils s'en foutent, même quand ils ne collaborent pas, même quand c'est difficile, on présume que derrière cette carapace-là, il doit avoir à quelque part un être qui veut être aimé, qui veut réussir, jusqu'à preuve du contraire.
Puis jusqu'à preuve du contraire, tous les jeunes font leur possible en tout le temps. Même quand les comportements sont difficiles, même quand, dans le fond, on a des difficultés, on essaie de prêter toujours des bonnes intentions à ces jeunes-là. Il doit avoir une bonne raison, en guillemets, pour ce mauvais comportement. Il doit avoir une bonne raison pour le manque de respect. Il doit avoir une bonne raison pour l'agressivité. Sans doute, le jeune a appris que c'est ça, comme ça qu'il a appris à gérer les difficultés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on essaie de vraiment prêter des bonnes intentions, toujours sans être naïf, sans laisser aller les choses. On va quand même travailler les comportements, mais notre attitude envers le jeune va être en ce moment, il fait son possible en tout le temps. Donc, ça nous permet de maintenir une relation non jugeante tout au long du suivi. Si on fait de l'AOS, l'autre postulat très important, on va croire que le changement est constant et inévitable. Puis, pas juste pour les jeunes, mais pour tout être humain, on croit que c'est impossible de rester pareil tout le temps, dans stagnation complète. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments où ça va mieux, des moments où ça va pire. Et les jeunes, spécifiquement en plus, sont en évolution constante. Les changements ne vont pas toujours dans la direction qu'on souhaite, c'est sûr, mais le changement comme tel, c'est un processus qui est constant et inévitable. Donc, en AOS, notre désir, c'est de regarder ce processus de changement-là, puis de le guider, que ça aille dans la direction qu'on veut, que le jeune puisse, dans le fond, servir de ce changement-là comme moteur pour avoir plus qu'il veut, de ce qu'il veut dans la vie. On sait que les jeunes ont déjà des forces, des compétences, des comportements de solution. Les ados, les jeunes hommes, surtout ceux qui ont des grandes difficultés, ils ont déjà fait des choses minimalement pour passer à travers. Ils ont été capables de continuer. Ils sont encore en vie. Ils sont capables de fonctionner minimalement. Ils sont capables de se rendre dans vos services pour avoir de l'aide. Ils doivent faire quelque chose qui les aide à gérer leurs difficultés. Donc, cette croyance nous aide à cibler quelles sont leurs compétences, leurs comportements de solution, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant. On peut les aider à continuer ça et d'en faire un peu plus. On croit que les petits changements peuvent amener des plus grands changements. Et ça nous arrange quand les jeunes ont des difficultés qu'on n'est vraiment pas capable d'aborder, des situations de vie qui ne changeraient pas, mais de faire confiance que les petits changements qu'on peut amener dans leur vie quotidienne peuvent avoir des plus grands impacts, puisque ces petits changements changent un peu l'identité, la façon que le jeune se voit. Ça peut amener des changements dans leurs relations autour d'eux, avec leurs parents, leurs conjoints, conjointes, avec leur boss au travail. Chaque petit changement pourrait amener un plus grand changement. Donc, on vise ces petits changements-là. On sait en AOS qu'aucun problème n'arrive tout le temps. Ce n'est juste pas possible pour un jeune homme de frapper absolument à chaque fois qu'il est fâché. Il n'y a aucun ado qui consomme absolument à chaque fois qu'il a envie dans la substance désirée, dans la quantité désirée non plus. Il n'y a personne qui s'automutile à chaque fois qu'il vit la détresse. Donc, pour chaque problème que le jeune va vivre, il y a un moment où ça n'arrive pas, ou il y a un moment que c'est moins grave. S'il y a un jeune qui manque l'école 4 jours sur 5, mais les 4 jours qui est absent, ça me donnerait pas grande solution. Je m'intéresse au 5e jour, le jour qu'il est là, le 1 jour sur 5 où il est présent, qu'est-ce qui est différent ce jour-là? Et c'est là où on va aller chercher nos solutions pour lui. Donc, en résumé, notre rôle devient d'aider le jeune à construire des solutions plutôt que de résoudre ses problèmes. Et souvent, les solutions, c'est comment on va mieux vivre, même si on n'est pas capable de changer le problème. Donc, un topo très, très rapide de l'AOS, c'est une introduction vraiment extrêmement rapide. Dans le document que vous allez recevoir, je propose des lectures, des ressources pour apprendre plus. Mais pour l'instant, ça vous donne une idée, dans le fond, de la philosophie derrière l'approche. Allons voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre, comment on peut s'inspirer de cette approche-là pour changer des pratiques. Donc, en partant les pratiques à l'accueil, qu'est-ce qui peut changer, soit comme dans l'organisation des services ou dans les premiers moments d'un entretien avec un jeune? On va voir les deux.
Donc, pratique hors AOS à l'accueil. D'abord, on va proposer des interventions de démarchage, les approches de main tendue. Si les jeunes ne viennent pas nous voir, si on n'a pas assez de jeunes hommes dans nos services, est-ce qu'on peut aller les chercher où ils sont plutôt que d'attendre qu'ils frappent à la porte? Vous voyez la citation de Mace Weiss, dans le fond, c'est le guide théorique, le cadre théorique du programme Air ouverte, qui est un programme extraordinaire pour les jeunes assez récent, qui a été implanté dans les dernières années dans les CLSC. Extraordinaire dans le sens que le programme est basé sur des années de recherche, comment rejoindre les jeunes qui ne veulent pas d'aide, qui sont difficiles, dans le fond, de rejoindre. Puis on a fait la liste des conditions que ça prend pour les encourager à venir chercher d'aide. Puis les programmes Herbert, c'est ça. Donc, je cite, puis je vous encourage d'aller télécharger le guide. Il y a plein de choses intéressantes pour tous les organismes, pas juste pour Herbert. Donc, intervention de démarchage, la main tendue, est-ce qu'on peut aller les chercher plutôt que d'attendre qu'ils tombent sur la porte? Quand le jeune demande de l'aide, est-ce qu'on peut, pour les jeunes hommes, éviter les listes d'attente? Ce qu'on sait par recherche et par expérience clinique, c'est les filles et les femmes ont plus de tolérance pour les listes d'attente. S'il faut revenir dans 3 mois, les femmes et les filles risquent plus d'être là dans 3 mois et les gars risquent plus d'arrêter. Donc, même si ça me fait mal comme femme et féministe de le dire, si tous les autres facteurs sont égaux, puis j'ai une adolescente et un adolescent qui attendent des services et il n'y a rien d'autre qui les distingue au niveau de besoins, je pourrais prioriser le jeune homme puisque c'est lui qui risque de disparaître pendant la liste de temps. Puis encore, si les autres facteurs sont pareils, là, s'il n'y a pas d'autres enjeux de danger, si j'ai vraiment rien d'autre qui me permet de distinguer en fait de demande, pourrait se permettre de mettre en avant la demande d'un adolescent, d'un jeune homme, parce que c'est lui qui viendra peut-être pas dans 3 mois. Une autre pratique, on peut s'inspirer de le programme Aerobelt, c'est l'idée que notre porte, c'est toujours la bonne porte. Si ça prend tout son petit change cogné à la porte demander d'aide et on lui dit, désolé, c'est pas ici, faut que tu ailles là-bas, il risque de pas se rendre. Puis, écoute, dans l'idée que ça prend tout son petit change d'arrivée, il faudrait que ce soit la bonne porte. Donc, même si le jeune demande un service qu'on n'offre pas, est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes avec lui pour jaser, juste pour le connaître un peu, pour l'accueillir, pour lui expliquer quel service sera plus utile pour lui et peut-être l'accompagner. Est-ce qu'on est capable de prendre 5 minutes, faire l'appel avec lui? Est-ce qu'on peut aller en ligne, lui montrer le site web du service où on veut le référer? Est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut, dans le fond, l'accompagner vers un autre service plutôt que de juste dire non, il faut que tu les consultes? Ça fait une différence. Puis, si possible, est-ce qu'on peut offrir des options aux rencontres face à face? Est-ce que c'est possible de faire une activité ensemble? Est-ce que c'est possible de prendre une marche? Je pense que tout le monde qui a un auto et un adolescent ou une adolescente à la maison, on connaît le pouvoir de les avoir dans l'auto avec nous, hein. Un à côté de l'autre, où les deux regardent en avant, puis on n'a pas besoin le contact visuel. On a beaucoup plus d'informations. Donc, est-ce que c'est possible de briser tout ce qui est dynamique de on s'assoit dans un bureau face à face pour jaser? Ça va être plus facile pour les garçons et les jeunes hommes. Puis évidemment, il faut que ça soit possible. Il faut qu'on soit capable de protéger la confidentialité. Il faut qu'on, c'est pas pour tout le monde, mais quand c'est possible, ça fait une grande différence si on est capable de le faire pour les garçons. Si on regarde encore l'arrivée dans les services, est-ce qu'on peut permettre aux jeunes d'être accompagnés par quelqu'un? Son ami, sa blonde, son chum, sa mère, sa tante, sa soeur. Et quand on dit accompagner, est-ce qu'on peut aller jusqu'à laisser quelqu'un d'autre prendre le rendez-vous pour lui? Puisque pour les hommes et les garçons, souvent, l'étape la plus difficile, c'est de faire de l'appel. C'est de prendre le téléphone, faire la première demande. Donc, est-ce qu'on peut permettre à sa mère de le faire à sa place? Ou son père, ou son ami, ou sa blonde? Dans le fond, on sait encore par plusieurs années de recherche et d'expérience clinique, c'est si le gars se présente dans notre bureau et il fait le travail, il va avoir les impacts, même si c'est pas lui qui a pris le rendez-vous. La personne qui prend le rendez-vous a très, très peu d'impact sur le travail qui va se faire après. Donc, est-ce qu'on permet aux jeunes que quelqu'un d'autre fasse le rendez-vous pour lui? Et est-ce qu'on lui permet d'être accompagné lors d'une première rencontre? Est-ce qu'il peut venir avec son ami, sa blonde, son chum, sa mère, sa soeur?
Est-ce qu'on peut, certains intervenants vont faire toute une première intervention avec l'autre personne à côté. Des fois, ça sera 5 minutes, on le fait au début, puis on demande à l'autre personne de partir. Je pense à mon expérience, je travaillais beaucoup avec des jeunes hommes suicidaires. J'aurais pas voulu faire une rencontre avec un témoin si je lui ai posé des questions sur ses idées suicidaires, puis il veut pas que sa mère s'inquiète trop. Peut-être qu'il va pas me donner des réponses honnêtes. Donc, peut-être je garderais la mère pour 5 minutes au début, puis ensuite, je lui demanderais de partir, d'attendre à sa d'attente. Mais ce 5 minutes où il est accompagné au début, ça peut faire la différence. Est-ce qu'on accepte que le jeune bouge, regarde par terre? Est-ce qu'on peut garder notre sens d'humour puis laisser aller les comportements comme rouler les yeux, le langage humain approprié? Encore, si on a moindrement des relations avec des ados dans nos vies, on sait que si on arrête de parler quand ils roulent les yeux, mais on va pas parler ben, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut étirer un peu les limites? Encore, sans accepter les menaces, on a quand même notre ligne qu'il faut pas traverser, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à la ligne? Puisque ça peut que ça fait partie de la carapace d'un ado, d'un jeune homme, une façon de sauver de face, de se protéger quand il est en rencontre, quand il est inconfortable. Puis est-ce qu'on peut aller laisser aller ces choses-là, puis vraiment concentrer sur le contenu de la discussion. Quand c'est vraiment difficile, surtout les ados, les jeunes hommes qui ont de la difficulté à parler, on sent au début qu'ils ne vont pas dire grand-chose. Un des trucs, on peut s'inspirer honnêtement, puis si c'est pas juste de l'AOS, c'est sûr qu'on l'utilise en AOS, mais c'est aussi utilisé dans les techniques de vente. Si on veut acheter un auto usagé, le vendeur va souvent nous poser plusieurs questions à laquelle il sait qu'on va répondre oui, et quand elle arrive au prix, il y a plus de chances qu'on dise oui. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec des réponses fermes, des questions fermées, avec les informations qu'on a déjà? Ton nom, c'est Jérémy? Oui. T'as 15 ans? Oui. Ah, c'est la première fois que tu viens ici, hein? Oui. Tu habites avec ton père? Oui. Juste le fait de répondre oui à 4 questions, c'est peut-être plus facile d'embarquer dans la conversation après. Ça donne un terrain un peu neutre, c'est agréable, puis on commence tranquillement. Puis, au-delà de quand, puis encore, c'est pas nécessaire de le faire avec tous les jeunes, mais quand on sent que ça va être difficile, on peut commencer comme ça. Après, ou avec les autres jeunes où c'est un peu moins difficile, on propose quand même en AOS de prendre le temps de connaître le jeune en dehors du problème avant d'aborder la raison pour la consultation. Avant d'embarquer dans quel problème les a amenés, quel service les a référés, pourquoi ils se sont présentés, est-ce qu'on peut s'intéresser à qui est ce jeune-là? C'est qui ce jeune homme devant nous? Donc, les questions un peu banales de jasette, là. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi tes passe-temps préférés? C'est quoi tes activités? Ton film préféré, ton émission de télévision, n'importe quoi qui nous permet de commencer une conversation en dehors du problème. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Parle-moi plus de ça. Donc, un des exemples, quand j'ai posé cette question-là aux ados, aux jeunes hommes, souvent la réponse que je reçois, qu'est-ce que tu aimes faire? Mais je joue aux jeux vidéo. Donc, je prendrais le temps de m'intéresser. Quel jeu, parle-moi plus de ça, tu joues à quel jeu? C'est quoi ton jeu préféré? Puis, ils vont me dire, OK, tu joues au GTA, Grand Theft Auto. Ah, c'est un jeu compliqué, c'est complexe, ce jeu-là. Qu'est-ce que ça prend comme force, compétence pour être bon dans ce jeu-là? On passe un 5 minutes que le jeune nous explique son jeu vidéo préféré. On risque d'accumuler beaucoup d'informations sur ses intérêts, sa personnalité, mais aussi ses forces et compétences, puisque pour être bon avec les jeux vidéo, surtout un jeu complexe, ça prend beaucoup d'habiletés. Dans le fond, il faut être capable de tolérer l'échec, il faut être capable de recommencer, il faut avoir une certaine patience quand ça va mal, parce que quand on pitch la manette, c'est brisé. Il y a plusieurs compétences fortes au niveau de comportement qu'on va voir si on s'intéresse un peu au jeu. Euh, on va venir que, et ça commence la conversation ailleurs que dans le problème. Donc, pour un gars qui s'est pris tout son petit change de venir nous voir, qui est inquiet, qui est stressé par l'idée de nous parler, mais on commence avec quelque chose qu'il connaît, où il peut se sentir bien. Une autre option pour la question, qui est ton meilleur ami? Puis si je lui demande à ton ami dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu penses qu'il me dirait? Donc, ce genre de conversation, oui, on peut les utiliser pour chercher des forces, des compétences, mais on peut aussi, si on n'est pas à l'aise, simplement s'intéresser, simplement être en jasette pour un 5-10 minutes. Ce 5-10 minutes qu'on va perdre, entre guillemets, au début d'une rencontre, on va les récupérer au long de la conversation quand c'est plus difficile. Euh,
c'est ce lien qu'on va créer au début, ça va nous permettre d'aller chercher des réponses plus précises. Ça va nous permettre de vraiment aller plus vite après parce qu'on a un bon lien. Et en début de rencontre, quand c'est le moment de parler de ses difficultés, quand le jeune parle de son problème et ses difficultés, on écoute pour trouver les forces, les compétences, les valeurs. À partir de ce qu'il nomme comme difficulté, si on se donne le devoir de le faire, si on cherche vraiment, on va trouver quelque chose qu'on est capable de nommer, qui est une valeur ou une intention positive. Euh, Là, tu me racontes que ton boss t'a dénigré devant toute l'équipe, tu étais fâché, t'es parti, tu as dit quelque chose de plaisant, t'es parti en claquant la porte, t'as perdu ta job, mais ce que je vois, c'est à quel point c'est important pour toi le respect. Ça te dérangeait qu'il fasse ça devant tout le monde samedi, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je peux ne pas être d'accord du fait qu'il a insulté son boss puis il a claqué la porte, mais je peux au moins nommer qu'est-ce qui est derrière ça qui est positif, que tout le monde, c'est important pour lui le respect. Donc, si encore si on écoute puis on veut juste comprendre le problème, ce sera difficile de faire ça. Mais si en même temps qu'on écoute le problème, on cherche ces choses-là, on va les trouver. Les valeurs, les intentions positives. Puis, on peut aussi demander, dans le fond, aux jeunes de nommer lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi de te défendre. Qu'est-ce que ça nous dit sur toi comme personne? Puis, on demande aux jeunes de se donner, de nommer lui-même ses valeurs, ses intentions positives. Dans le même ordre d'idée, tout au long de la discussion, on cherche des occasions pour donner des compliments. Puis, quand on dit compliment en anglais, c'est pas des étiquettes comme t'es bon, t'es fort, t'es intelligent. Ce genre de compliments, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est rare avec les garçons, les jeunes hommes, que ça va coller. C'est rare qu'ils soient capables d'accepter un compliment aussi direct que ça. Donc, on va aller plus détaillé, personnalisé. Quand tu me dis que tu as fait ça m'impressionne parce que. Donc, quelque chose qui est plus une description qu'une étiquette, euh, évidemment, il faut que ça soit sincère, puisqu'ils vont savoir quand c'est étiré, quand c'est gonflé. Quelque chose qui est gratuit et pas un renforcement. C'est l'exemple, le compliment. J'apprécie que tu fais des efforts pour arriver à l'heure à nos rendez-vous. Imagine si tu continues de faire ça, tout le travail qu'on va pouvoir faire. Ça, ce n'est plus un compliment, c'est plus une manipulation. Donc, ça peut être gratuit. On n'a pas besoin de rien faire pour mériter un compliment à OS, c'est qu'on est impressionné par quelque chose, puis on prend le temps de le nommer. Et pour certaines ados, jeunes adultes, il faut être beaucoup plus discret. Certaines vont pas tolérer un compliment détaillé, personnalisé, veulent pas qu'on en mette trop parce que ça les rend inconfortables. Donc, il y a des versions qui sont plus subtiles. Donc, voici des exemples de comment faire des compliments. Ce qui me frappe dans ton histoire, c'est comment tu étais capable d'eux, puis on fait la description. On peut comparer à d'autres personnes. Je connais beaucoup de jeunes qui sont pas capables de faire ça. Qu'est-ce que ça dit sur toi que tu es capable de, donc on demande aux jeunes de nommer lui-même son compliment, mais quand il faut être discret, quand il faut être subtil dans nos compliments, on peut le poser en question. Hey, comment tu as réussi ça? C'est un compliment parce qu'on vient de dire tu as réussi ça, mais vu que c'est en forme de compliment, ça passe pour les jeunes qui sont un peu frileux à l'idée de recevoir des compliments. Ou ça peut simplement être une réaction. T'as fait ça? Vraiment? Ou encore plus subtil, ah, t'as fait ça. Donc, juste notre réaction, des fois, ça peut faire une différence. Une autre chose qu'on peut faire en début de rencontre, c'est plutôt que de commencer avec la question, quand c'est le moment de parler du problème, plutôt que de demander qu'est-ce qui t'amène ici, comment je peux t'aider, c'est des questions qui vont nous amener vers tout ce qui va mal. On peut reformuler pour une question qui nous amène vers un but. Qu'est-ce que tu espères qui sera différent après notre conversation? Ou qu'est-ce qui sera un signe concret que ça a été utile? Le jeune aura quand même l'opportunité de parler de son problème, puisque ça va sortir dans sa réponse à peu près certain, mais ça nous permet d'identifier tout de suite, dans le fond, un but, un objectif, quelque chose de concret, utile, qui risque de le mobiliser plus dans le suivi, qui risque d'augmenter les chances qu'il revienne pour une deuxième rencontre. Puis quand on pose ces questions-là, mais la réponse, c'est souvent l'absence de quelque chose. J'arrêterais d'eux, je n'aurais plus d'eux. Puis quand c'est ça, mais c'est un peu comme
ces réponses-là ne sont pas super utiles pour nous. C'est un peu comme si j'embarque dans un taxi puis je dis, amène-moi pas à l'aéroport, je ne vais pas aller là. On va rester longtemps immobile dans un taxi. Donc, quand on dit j'arrêterai deux, mais supposons que tu arrêtes deux, qu'est-ce que tu espères être capable de faire à la place? Pour les jeunes, dernière chose au niveau de l'accueil, dans le fond, pour les jeunes qui sont moins volontaires, qui sont là parce que quelqu'un d'autre les a forcés, on peut simplement, de façon de contourner toute cette discussion, c'était l'idée de qui que tu viens ici, qu'est-ce que cette personne a besoin de voir que tu puisses te débarrasser de moi. Plutôt que de laisser les convaincre qui ont une difficulté, de les convaincre qu'ils doivent travailler sur quelque chose, on demande qu'est-ce que l'autre personne a besoin de voir. Qu'est-ce que le directeur d'école a besoin de voir que tu puisses retrouver l'école? Qu'est-ce que le TS a besoin de voir pour que tu puisses avoir contact avec tes enfants? Qu'est-ce que ton boss a besoin de voir pour que, et est-ce que tu acceptes de travailler ça avec moi? Une autre option, qu'est-ce qui a besoin de se passer aujourd'hui pour que tu dises que tu as envie de revenir? Puis là, la réponse nous amènerait peut-être dans comment on va travailler avec eux. Donc, des pratiques pour l'organisation des services ou le début de rencontre qui peuvent faire une différence. Il y a aussi des pratiques en suivi. Donc, tout au long de notre travail avec des ados, des jeunes hommes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais on peut adapter nos interventions aux exigences de la masculinité traditionnelle. Puisque des choses qui sont complexes, comme vous savez, puisque vous travaillez avec des hommes, c'est même si on ne se présente pas nécessairement comme super traditionnel macho, les exigences vont peser sur les hommes pareils. Même qu'ils adhèrent ou non, malheureusement, la société a encore ses exigences envers eux. Ils peuvent quand même se sentir être appelés. Et les exigences de rester en contrôle, de sauver face, d'être stoïque, de réussir, mais on peut permettre aux jeunes de décider le but de notre suivi, de travailler ses buts et ses objectifs qui lui donnent un sentiment de contrôle. On lui permet de sauver face en posant des questions sur ses compétences et ses réussites et pas juste sur ses difficultés et ses dysfonctions. On peut arrêter d'insister qu'il nomme et qu'il parle de ses émotions. En Nord-Ouest, les émotions sont un moyen et pas un but. On peut faire des suivis au complet sans poser aucune question sur les émotions. Ça peut être intéressant comme conversation, mais en Nord-Ouest, ce ne sera jamais un passage obligatoire. Donc, on n'insiste pas, on permet aux jeunes hommes d'être stoïques, c'est ça qu'ils ont besoin. Puis, vu qu'ils ont besoin de réussir, on va les inviter à répéter ce qu'ils ont déjà fait. On est vraiment plus proche d'une garantie de réussite si, plutôt que d'apprendre toujours des nouvelles choses, on demande qu'ils répètent ce qu'ils ont déjà réussi à faire dans le passé. Puis, vu qu'on parle, dans le fond, d'exigence de la masculinité traditionnelle, c'est important aussi de nommer qu'il y a différentes façons d'être un adolescent, d'être un jeune homme, donc aussi d'adapter nos interventions aux jeunes de la diversité sexuelle. Puis ici, je sais les grandes lignes d'un document, d'un outil pour les intervenants. Encore, c'est dans les documents, vous allez trouver le site web où on peut aller télécharger le document. Mais est-ce qu'on peut d'abord employer des termes neutres au début, d'essayer d'éviter les questions qui tombent dans la hétéronormativité. Si je demande as-tu une blonde, je présume qu'il est hétérosexuel. Si je dis as-tu une blonde ou un chum, certaines jeunes pourraient mal réagir à cette question. Donc, je dis es-tu en couple? C'est une façon de poser la question de façon neutre puis de suivre ensuite la réponse. Utiliser les mots qu'il emploie lui-même pour, si c'est en couple, son père, partenaire, chum, blonde, etc. Reprendre le nom et le prénom qu'il emploie lui-même, puisque certains jeunes, surtout les jeunes qui vont s'identifier trans, auront peut-être un nom, ils auront peut-être changé leur nom avec leurs amis à l'école, mais les parents ne savent pas encore, c'est pas encore fait dans la paperasse. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le nom, le prénom qu'ils ont choisi eux-mêmes? Puis, est-ce qu'on peut, au niveau du service, revoyer nos formulaires? Si on a un formulaire où il faut cocher homme, femme, est-ce que c'est vraiment nécessaire de cueillir ces informations-là? Et si c'est pas nécessaire, est-ce que c'est possible de l'enlever? Si on veut rien faire avec les informations, et moi, j'ai travaillé dans plusieurs organismes où on posait systématiquement cette question-là, puisque c'est dans les formulaires, mais on ne faisait rien avec les informations. Ça changeait absolument rien après. Donc, est-ce qu'on peut l'enlever? Et s'il faut avoir les données sur le genre, parce qu'il y a des services où on a besoin de ces données-là, est-ce que c'est possible d'offrir plus de choix de catégories que homme-femme?
Donc, je vois que j'ai dépassé par à peu près 3 minutes. Donc, je vais juste regarder rapidement. C'est vraiment un survol rapide de l'approche. Si ça vous intéresse, d'abord, vous avez des lectures. Dans le document, je vous ai préparé une liste de lectures suggérées pour les hommes, les garçons, mais aussi sur la l'AOS en général. Vous avez le coffre d'outils, le pôle d'expertise de recherche sur les hommes. Le site web est dans les documents outils. Dans la section documentation, il y a des coffres d'outils que vous pouvez aller télécharger avec plein de bonnes idées pour travailler avec les garçons, les hommes. Vous avez sur notre site web, lavoisolution.com, vraiment des heures de lecture gratuite. Il y a des outils pour les utilisateurs, pour les usagers, pour les clients, des choses pour les intervenants, tout est gratuit. Donc, vous pouvez déjà apprendre pas mal sur l'approche juste en consultant le matériel gratuit. Et il y a le livre que mon collègue Brigitte Lavoie a écrit, Se relever, changer, être heureux, guide pour les hommes qui veulent être bien. C'est écrit surtout, ça s'adresse aux clients directement, c'est surtout pour les adultes, mais il y a plein de trucs que les intervenants peuvent utiliser et adapter pour les adolescents aussi. Donc, j'arrête là. Je regarde dans le fond, je vais juste arrêter le partage d'écran, que je puisse voir plus facilement le. C'est là. Les questions. Je vais regarder, Pierre, est-ce que tu avais déjà noté, Pierre, des questions? Je vais prendre le temps de lire aussi. Oui, il y a 2 commentaires. Je te remercie beaucoup, Sharon. C'était fort intéressant, cette présentation-là. Ça donne des bons outils pour accueillir justement les jeunes hommes, les retenir également aussi. Il y a Afida dans la zone de clavardage qui a mentionné que l'approche orientée vers les solutions demande beaucoup de travail sur soi-même pour avoir la patience puis l'endurance. C'est peut-être plus un commentaire, mais est-ce que tu pourrais, comment dire, euh, nous parler un peu de cet aspect-là? Est-ce que l'approche orientée vers... Tu as donné des exemples, là, mais est-ce qu'il faut aller plus profondément? Mhm. Mais je dirais, au niveau d'attitude, euh, ça rejoint les intervenants, honnêtement. Surtout ceux qui travaillent avec les jeunes. J'ai travaillé et j'ai formé énormément d'intervenants en jeunesse. Ils ont déjà des grands cœurs. Ils sont dans la compassion. Ils ont l'attitude, la personnalité, mais là, se donne des outils qui permettent de soutenir qui ils sont déjà comme personne. Euh, oui, par exemple, ça prend un effort de gérer nos pensées, puisque quand on fait de l'AOS, tout joue dans qu'est-ce que je me dis quand je parle, sur quoi je pose mes questions, qu'est-ce que je retiens dans son discours, puisque chaque intervention, peu importe l'approche, on écoute, on sélectionne quelque chose, puis on travaille. Et en AOS, ce processus est intense, puis on sélectionne des choses différentes. Donc oui, ça prend cette discipline-là, mais en échange, il y a des bienfaits pour l'intervenant. C'est beaucoup moins lourd, honnêtement, de construire des solutions avec les jeunes que d'être obligé de régler leurs problèmes et donner des conseils. Donc, il y a quelque chose quand on est branché sur les espoirs, les rêves, les forces, les compétences. Il y a un effet, c'est plus facile pour la santé mentale de l'intervenant. Donc, pour moi, c'est une belle échange, honnêtement. Si j'avais à régler des problèmes et à donner des conseils aux personnes suicidaires pendant 10 ans, je pense pas que j'aurais toffé. J'aurais été en burn-out après 2 mois. Donc, il y a aussi un effet protecteur. Oui, ça prend des efforts, mais il y a un effet protecteur pour l'intervenant. OK. Est-ce qu'il y a des personnes parmi les personnes présentes qui voudraient poser une question à la caméra avec la caméra? Sinon, on a quelques questions aussi, là, toujours dans la zone de clavardage. Donc, vous pouvez lever la main, puis on va vous céder le micro. En attendant, ben, il y a une personne, il y a Christophe qui pose la question là, s'il y a un rapprochement à faire avec l'entretien motivationnel, puis l'AOS. Oui, dans le fond, il y a beaucoup de facteurs en commun. Il y a une vision très similaire de la personne. Si je résume vraiment très rapidement, la grande différence, c'est comment on identifie les buts pour les suivis. L'approche motivationnelle, c'est souvent utilisé pour amener le jeune ou le jeune homme à vouloir faire un changement. Exemple, consommer moins ou arrêter la consommation. Versus en AOS, le but est plus ouvert. C'est le jeune qui décide lui-même sur quoi il veut travailler. Mais dans les techniques, dans les attitudes, on va trouver des choses en commun, c'est ça, c'est certain. OK. Puis il y a Joanne qui fait le commentaire, qui dit que l'AOS demande beaucoup plus de spontanéité également. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, Charles? Oui, ça nous fait suivre vraiment intimement la discussion. On va guider OK. d'un pas en arrière, puis on écoute vraiment
Donc, oui, dans le sens qu'on est branché vraiment très étroitement à la conversation. En même temps, la l'AOS nous donne une structure à suivre. Donc, il y a quand même des balises, un encadrement, mais je ne l'ai pas inclus dans la présentation parce qu'on n'avait juste pas le temps. Mais il y a quand même un chemin à suivre qui nous encadre, qui est rassurant. Je pense que Et- Martin avait levé sa main, Oui, bonjour, vérification Martin. caméra. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Sharon. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'avais une question. Alors, tu vois, moi, j'utilise l'approche orientée solution auprès des adultes, puis je trouve que c'est super. Donc, oui, j'encourage cette approche. Je me posais la question auprès des jeunes. Alors, je n'interviens pas auprès des jeunes. Ça pourrait peut-être se faire un jour. Et la seule question que je me posais avec les jeunes, c'est est-ce que parce qu'avec des adultes, ils sont comme libres, tu sais, de faire leur choix. Alors qu'un jeune, tu sais, peut-être qu'il peut être pris, tu sais, dans sa famille. Et la question que je me posais, c'est est-ce que on est limité un petit peu parfois avec, tu sais, les parents, tu sais, qui pourraient ne pas donner la liberté autant que nous, on permet aux jeunes? Et est-ce que dans ce cas-là, est-ce que l'approche orientée solution peut être suffisante ou des fois, tu es un peu obligé de faire de l'intervention familiale quand tu juges que tu pourras pas aller plus loin avec ton jeune parce qu'il est limité. Oui, je dirais que c'est plus une question de mandat du service que de l'approche. L'AOS nous donne vraiment des bons outils pour travailler avec toute la famille. Ça a été développé pour les familles. Mais il y a des organismes qui peuvent juste pas rencontrer les parents. Donc, s'il y a des problèmes majeurs avec les parents, je n'ai que le jeune dans mon bureau et je vois que les vrais changements doivent se passer chez les parents, pas chez le jeune. Je travaille avec le jeune qui puisse mieux endurer la situation. Comment ils peuvent faire pour être moins, supposons que tes parents ne changent pas parce qu'ils sont pas ici avec nous, mais toi, tu es à ton meilleur dans comment tu gères ça. Toi, tu réussis quand même à faire ta vie. Ça aura l'air de quoi? Puis comment tu as déjà. Donc, on travaille la résilience, vivre avec si on peut pas avoir accès aux parents. Mais dans un monde idéal, tout le monde pourrait faire les deux. Mais il y a juste beaucoup de services que c'est même pas possible d'accueillir les parents, même s'ils veulent. Je ne sais pas, Martin, est-ce que ça répond? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je prends le temps, Pierre, de voir, y a-t-il d'autres questions dans le clavardage qu'on a échappé? On t'entend pas, Pierre. Bon, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc, il y a Mme Dion qui pose dans la zone de clavardage, là, qui dit que souvent, l'approche orientée vers des solutions peut être difficile à appliquer ou à utiliser dans le réseau de la santé parce qu'ils ont des contraintes au niveau de l'intervention, au niveau des techniques d'intervention. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de contourner puis de pouvoir appliquer un peu l'approche-là dans le réseau de la santé? Mhm. Je n'ai pas travaillé personnellement dans le réseau de santé, mais j'ai formé vraiment beaucoup d'intervenants qui le font. Puis ce qu'on me dit, le défi principal, c'est pas nécessairement que le service va contrôler ce qu'on fait en entretien, mais c'est si on veut faire de la web, on rame contre le courant tout le temps. Puis probablement, le conseil que je donne à mes participants de formation, c'est de trouver un ami. Quand on est deux à faire de la West, quand on a une communauté qu'on peut parler, c'est sûr qu'idéalement, tout le monde aura une formation de base, une formation avancée, puis une supervision régulière. Mais on s'entend que c'est pas possible pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut euh, vraiment connecter avec d'autres mondes qui le font pour parler? On réserve 1 heure par mois, puis on fait un Zoom ensemble, puis on jase de notre pratique, puis on apprend ensemble. Ça peut faire une énorme différence. Juste d'avoir des collègues, une petite communauté de pratique, ça peut faire une différence. OK. Puis je Patrick? demanderais, Joanne, est-ce que ça répond? Oui. Elle dit que oui. Donc, Patrick, je vais te céder le micro. Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. Tu sais, je suis travailleur social. Moi, je travaille auprès surtout des enfants, mais surtout des adolescents et des familles. J'aimerais savoir, est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure qu'au lieu de poser la question, est-ce que tu as une blonde ou un chum, ça serait mieux de poser la question, es-tu en couple? C'est ça? Ou il faut éviter de dire certains mots? Ou Mais c'est une petite délicatesse qu'on peut offrir pour les jeunes qui viennent de la diversité sexuelle.
Puisque OK. si je dis as-tu une blonde parce que c'est un gars, je présume qu'il est hétérosexuel. Si je dis as-tu une blonde ou une chum, il peut y avoir des gars qui réagissent mal que je propose qu'il pourrait avoir un chum. Dans les deux sens, c'est plus safe de dire es-tu en couple. Donc, c'est des enjeux de langage qui peuvent rendre plus facile pour les jeunes qui sont de la diversité sexuelle et de savoir que c'est pas toujours visible, hein. On peut pas toujours savoir en regardant le jeu passer vêtements comment il se comporte, c'est pas son identité. Donc, on essaie d'avoir un langage plus neutre pour que ça soit plus facile, pour qu'ils soient plus accueillis dans notre service. Ça a du sens, effectivement. Puis juste pour dire tout à l'heure, là, la personne l'intervenante qui posait la question en institution, là, moi, je travaille en institution, ça fait des années, puis l'approche orientée vers les solutions, pour moi, c'est faisable là, parce qu'on travaille on travaille les besoins des clients. Puis, comment dire ça? C'est juste qu'au lieu de travailler à partir, se concentrer sur les problèmes, on se concentre aussi sur leurs compétences, sur leurs forces, sur leurs valeurs. Et je ne verrais pas pourquoi qu'une institution irait à l'encontre de ça, parce qu'on va arriver à des résultats à la fin, c'est ce qu'ils veulent aussi. Alors, je vais juste faire ce commentaire-là, mais peut-être parce que je suis dans un programme qui le permet, peut-être des programmes qui ne le permettent pas non plus. Mais je voulais juste dire que moi, en tout cas, c'était très possible de pouvoir le faire. Là, je me sens très libre là, de l'utiliser. Oui. Puis, on peut nommer, même si on pose des questions sur les buts, les rêves, les compétences, on va entendre sur les problèmes. Ça ne nous empêchera pas d'avoir des informations. Ça sort dans les réponses, dans les conversations. C'est extrêmement rare qu'on finit pas avec une très bonne idée de c'est quoi le problème, même quand on pose aucune question là-dessus. Donc, on n'a pas à avoir peur non plus qu'on va passer à côté des choses importantes à savoir. Si jamais on a un doute, on peut poser une question. Mais en général, ça sort en même temps que les réponses. Sophie, je pense à une question. Oui, si on a encore le temps. Moi, je peux rester, dans le fond, on prend une dernière question, Pierre, puis ensuite, moi, je peux rester, même si la session est terminée officiellement. Oui, on peut rester. OK, merci. Fait que dans le fond, moi, ma question, c'est en lien justement avec travailler dans le réseau, là. Moi, c'est mon cas, avec l'approche orientée vers les solutions. Où est-ce qu'on a, puis nos ordres professionnels, puis comment les services sont faits, c'est souvent qu'on évalue en premier, puis on creuse le problème, les antécédents, depuis quand, la gravité, l'intensité, puis comment répondre à ça, à formuler produire une évaluation, mais en utilisant l'approche orientée vers les solutions qui, elle, laisse de côté. Oui, mais là, il y a un élément de réponse que vous avez donné qu'on va finir par avoir les réponses à nos questions, mais quand on a que la séquence des interventions, c'est de commencer par une évaluation. Je ne sais pas ce que vous pouvez Oui. dire. Ça, c'est une question complexe. Je peux donner une réponse rapide. D'abord, une vraie évaluation devrait avoir aussi les forces, les compétences, n'est-ce pas? On ne peut pas prétendre d'évaluer si on pose juste des questions sur les dysfonctions, les problèmes. Donc, ça devrait faire partie de notre évaluation de toute façon. C'est sûr, en AOS, si on fait une intervention du début à la fin, purement AOS, on va vraiment avoir presque toutes les informations qu'on a pour une évaluation sommaire, au moins, qui nous permet. Et s'il manque des éléments, on pose des questions supplémentaires. Mais moi, j'ai utilisé l'AOS en prévention de suicide. Je faisais mon intervention de façon classique, puis à la fin de mes conversations, j'avais probablement 80% de l'information que j'avais besoin pour estimer la dangerosité d'un passage à l'air. Il manquait souvent quelques éléments, puis j'ajoutais des questions, mais je n'étais pas obligée de faire toute une évaluation, par moi, tous les facteurs de danger, puis ensuite, on va embarquer dans l'espoir. Quand je fais ça, malheureusement, je creuse un peu. On parle de tous les facteurs, puis ensuite, j'ai besoin de parler d'espoir. Mais ça prend quand même une bonne formation, une certaine aisance à l'approche de le faire. Puis de faire des évaluations orientées solutions, on ne cache pas le fait que c'est un peu plus complexe. Mais avec l'expérience et une bonne formation, on arrive à le faire. Puis je parle de mes participants de formation. Souvent, ça va leur prendre du temps, par exemple, de se sentir habile. Puis, en cas de doute, on va prendre les informations qu'on a besoin pour protéger la personne. Okay. De toute façon, ça passe toujours en avant tous les enjeux de sécurité. Si on n'est pas capable de le faire en mettant OS, on va devoir mettre dans l'OS de côté temporairement parce qu'il y a des enjeux de sécurité à s'occuper. Ça aussi, c'est très important. Mais je reviendrai après ma réponse, une vraie évaluation, ça nécessite des questions sur les forces et les compétences, puisque si on ne fait pas ça, c'est pas une évaluation complète. OK, merci. Merci.
Une Donc, dernière ce main que je levée. propose, Oui. Pierre, est-ce qu'on continue ou on a un mot de fin Sharon. pour ceux qui doivent quitter? Parce que moi, facilement, je peux rester. OK, ben, on peut continuer avec les personnes. Il y a une question il y a une question OK, dans la zone de clavardage. Il y a Luce aussi que la main levée. Donc, on peut prendre ces dernières interventions-là. Après ça, bien sûr. on terminera. Donc, Luce, je vais je vais te céder le micro. Merci, merci. Je voulais remercier vraiment Madame Charon pour l'intervention. C'est très aidant. Moi, je suis infirmière et puis je travaille directement dans mon bureau avec des clients puis des sous-âgés. Nécessairement, en pensant à ce que disait Sophie, avec nos questionnaires, souvent on va avoir tendance à se centrer sur vraiment les problèmes. Et je crois que ça nous prend beaucoup de formation, beaucoup de temps. Et je me posais la question, si vous en faisiez des formations dans les différents CIUS ou dans les GMF, dans les CLSC, comment on pourrait vous rejoindre? Parce que on sait qu'aujourd'hui, ça a été important, ça a été intéressant, mais que ça nous prend vraiment une formation, peut-être une journée de formation, sinon plusieurs. J'aimerais savoir si c'est possible de faire ça. Merci beaucoup. Oui. On offre des formations à inscription individuelle et en milieu de travail pour les groupes, les deux modèles. Donc, sur le site web de La Voix Solutions, vous avez le lien dans le document. Il y a de l'information directe sur la formation et il y a d'autres mondes aussi au Québec qui offrent cette formation. On n'est pas les seuls. Donc, on tient quand même à nommer que les formations en approche en AOS se donnent un peu partout au Québec. Donc, on vous invite vraiment à explorer qui pourrait offrir une formation et c'est possible inscription individuelle ou pour les équipes en milieu de travail. Donc, un petit dernier commentaire. Il y a une personne qui posait la question si l'approche pouvait être utilisée au niveau de la promotion puis de la prévention en santé mentale. Oui. La réponse courte, c'est oui. Dans le fond, l'approche peut être utilisée un peu partout. Parfois, ça nécessite des adaptations. Ça dépend selon qu'est-ce qu'on veut faire avec. On peut adapter, on peut combiner avec d'autres choses, mais c'est une approche assez polyvalente au point où il y a même des adaptations pour l'enseignement et la gestion. On peut l'utiliser même en dehors de la thérapie et de l'intervention de crise. On peut le carrément en gestion personnelle puis en enseignement. Le processus est flexible. Évidemment, c'est pas la même chose qu'on fait en thérapie, mais le processus derrière une intervention en AOS est tellement flexible qu'on peut l'utiliser dans différents contextes et pour différents buts. C'est bon. Je n'ai pas eu d'autres questions, commentaires, Sharon, donc on va clore l'activité. Pour les personnes qui restent avec nous, pour vous dire que bon, le document de présentation va vous être envoyé dans 3 jours avec un sondage d'appréciation. Surveillez aussi nos prochaines communications. On a une activité, une conférence midi là, qui est prévue le 30 avril prochain sur l'accueil de la demande d'aide des hommes abusés sexuellement. Donc, c'est à ne pas manquer. Puis, je remercie beaucoup Sharon, au même titre que dans la zone de clavardage, beaucoup de personnes saluent ton expertise puis la belle présentation que tu as faite. Donc, je me porte aussi là, à ce niveau-là pour te dire merci beaucoup. C'était vraiment excellent. Puis, je vous souhaite une très belle période de Pâques, très joyeuse Pâques aussi. Profitez bien du congé. Puis, au plaisir de vous revoir bientôt.